Taking the TEF Canada exam? This is a TEF Canada listening practice test. Please write down your answers as you listen, and when you're done, indicate all your correct answers in the comments to receive your estimated NCLC score. Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu as réservé ton emplacement de camping à Jasper pour cet été? Oui, j'ai pris un site près du lac Maligne. Paraît que les aurores boréales y sont magnifiques en août. Tu as réservé ton emplacement de camping à Jasper pour cet été? Oui, j'ai pris un site près du lac Maligne. Paraît que les aurores boréales y sont magnifiques en août. Comment s'est passée ton entrevue chez RBC ce matin? Plutôt bien. Ils m'ont posé beaucoup de questions en anglais et en français. Réponse dans 2 semaines. Comment s'est passée ton entrevue chez RBC ce matin? Plutôt bien. Ils m'ont posé beaucoup de questions en anglais et en français. Réponse dans 2 semaines. New TEF test every week. Make sure you don't miss them. J'ai enfin trouvé un médecin de famille à Ottawa. Chanceux! Moi, ça fait 3 ans que je suis sur la liste d'attente. Comment tu as fait? J'ai enfin trouvé un médecin de famille à Ottawa. Chanceux! Moi, ça fait 3 ans que je suis sur la liste d'attente. Comment tu as fait? Tes cours de francisation au cégep commencent quand? La semaine prochaine. C'est gratuit et ils offrent même la garde d'enfants pendant les cours. Tes cours de francisation au cégep commencent quand? La semaine prochaine. C'est gratuit et ils offrent même la garde d'enfants pendant les cours. Questions 5 à 8. Annonce publique. Écoutez l'annonce et répondez à la question. Chers visiteurs, en raison de vents violents dépassant 80 km/h, la plateforme d'observation de la tour CN sera fermée cet après-midi pour des raisons de sécurité. Les billets achetés seront valides demain ou remboursables au guichet. Merci de votre compréhension. Chers visiteurs, en raison de vents violents dépassant 80 km/h, la plateforme d'observation de la tour CN sera fermée cet après-midi pour des raisons de sécurité. Les billets achetés seront valides demain ou remboursables au guichet. Merci de votre compréhension. Bonne nouvelle!
Poste Canada offre maintenant la livraison le dimanche dans les grandes villes canadiennes. Ce nouveau service est disponible à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary sans frais supplémentaires. Profitez de cette commodité en choisissant l'option Livraison Week-end lors de votre commande en ligne. Bonne nouvelle! Poste Canada offre maintenant la livraison le dimanche dans les grandes villes canadiennes. Ce nouveau service est disponible à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary sans frais supplémentaires. Profitez de cette commodité en choisissant l'option Livraison Week-end lors de votre commande en ligne. Attention skieurs. En raison des températures extrêmes de moins 35 degrés avec le facteur vent, toutes les remontées mécaniques du versant nord sont fermées aujourd'hui. Les pistes du versant sud restent ouvertes. Habillez-vous chaudement et limitez votre exposition au froid. La sécurité avant tout. Attention skieurs. En raison des températures extrêmes de moins 35 degrés avec le facteur vent, toutes les remontées mécaniques du versant nord sont fermées aujourd'hui. Les pistes du versant sud restent ouvertes. Habillez-vous chaudement et limitez votre exposition au froid. La sécurité avant tout. Appel aux parents. Un enfant d'environ 5 ans portant un manteau rouge et des bottes bleues a été trouvé près de l'exposition des Belugas. Il dit s'appeler Thomas. Ses parents sont priés de se présenter immédiatement au comptoir d'information à l'entrée principale. Merci. Appel aux parents. Un enfant d'environ 5 ans portant un manteau rouge et des bottes bleues a été trouvé près de l'exposition des Belugas. Il dit s'appeler Thomas. Ses parents sont priés de se présenter immédiatement au comptoir d'information à l'entrée principale. Merci. Questions 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Écoutez le message et répondez à la question. Bonjour, Madame Leblanc. C'est Jean de Plomberie Pro. En fait, je viens de terminer la réparation de votre tuyau éclaté dans le sous-sol. L'eau est coupée temporairement. Je repasse demain matin à 8 heures pour finaliser les travaux. Laissez-moi entrer, même si vous n'êtes pas là. Merci. Bonjour, Madame Leblanc. C'est Jean de Plomberie Pro. En fait, je viens de terminer la réparation de votre tuyau éclaté dans le sous-sol. L'eau est coupée temporairement. Je repasse demain matin à 8 heures pour finaliser les travaux. Laissez-moi entrer, même si vous n'êtes pas là. Merci. Salut Mike, c'est Steve du garage Petro-Canada sur 17e Avenue. J'ai inspecté ta voiture. Les frais sont complètement finis. Il faut tout changer. Avec les pièces et la main-d'œuvre, ça va faire 850 $. C'est urgent. Tu devrais vraiment pas conduire comme ça. Rappelle-moi.
Salut Mike, c'est Steve du garage Petro-Canada sur 17e Avenue. J'ai inspecté ta voiture. Les frais sont complètement finis. Il faut tout changer. Avec les pièces et la main-d'œuvre, ça va faire 850 $. C'est urgent. Tu devrais vraiment pas conduire comme ça. Rappelle-moi. Bonjour, c'est l'école primaire Citadel Hill. Nous vous informons que Madame Anderson, enseignante de votre enfant, sera absente toute la semaine pour raison médicale. Elle sera remplacée par Monsieur Dubois. Les devoirs prévus restent les mêmes. Aucune action n'est requise de votre part. Bonjour, c'est l'école primaire Citadel Hill. Nous vous informons que Madame Anderson, enseignante de votre enfant, sera absente toute la semaine pour raison médicale. Elle sera remplacée par Monsieur Dubois. Les devoirs prévus restent les mêmes. Aucune action n'est requise de votre part. Bonjour, Monsieur Singh. Bibliothèque Louis Riel à votre service. Vous avez 4 livres en retard depuis 3 semaines. Et vos frais s'élèvent maintenant à 28 $. Votre carte est suspendue jusqu'au paiement. Vous pouvez payer en ligne ou au comptoir. Retournez les livres dans la boîte de dépôt extérieure. Bonjour, Monsieur Singh. Bibliothèque Louis Riel à votre service. Vous avez 4 livres en retard depuis 3 semaines. Et vos frais s'élèvent maintenant à 28 $. Votre carte est suspendue jusqu'au paiement. Vous pouvez payer en ligne ou au comptoir. Retournez les livres dans la boîte de dépôt extérieure. Bonjour, Madame Gagnon. C'est Patrick d'Intact Assurance. Bonne nouvelle, votre réclamation pour les dégâts d'eau dans votre cuisine a été approuvée. Nous vous versons 3 200 $. Le chèque sera envoyé par courrier recommandé d'ici 3 jours ouvrables. Bonne journée. Bonjour, Madame Gagnon. C'est Patrick d'Intact Assurance. Bonne nouvelle, votre réclamation pour les dégâts d'eau dans votre cuisine a été approuvée. Nous vous versons 3 200 $. Le chèque sera envoyé par courrier recommandé d'ici 3 jours ouvrables. Bonne journée. Bonjour, clinique vétérinaire Riverside à l'appareil. Nous vous rappelons que Minou a rendez-vous demain à 10 heures pour ses vaccins annuels. N'oubliez pas d'apporter son carnet de santé. Si vous ne pouvez pas venir, annulez au moins 24 heures à l'avance, sinon des frais de 50 $ s'appliquent. Merci. Bonjour, clinique vétérinaire Riverside à l'appareil. Nous vous rappelons que Minou a rendez-vous demain à 10 heures pour ses vaccins annuels. N'oubliez pas d'apporter son carnet de santé. Si vous ne pouvez pas venir, annulez au moins 24 heures à l'avance, sinon des frais de 50 $ s'appliquent. Merci. Question 15 à 20, micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Indiquez si la personne interrogée est
Ah, écoutez, j'ai voyagé en Europe et ils l'ont fait sans problème. Nos océans sont remplis de déchets plastiques, nos animaux meurent étouffés. Et oui, ça va demander des ajustements pour les restaurants et les consommateurs. Mais c'est le prix à payer pour la planète. On n'a plus le choix, franchement. Ah, écoutez, j'ai voyagé en Europe et ils l'ont fait sans problème. Nos océans sont remplis de déchets plastiques, nos animaux meurent étouffés. Et oui, ça va demander des ajustements pour les restaurants et les consommateurs. Mais c'est le prix à payer pour la planète. On n'a plus le choix, franchement. Ah, c'est facile à dire quand on habite en ville, hein? Moi, je vis en région éloignée au Nouveau-Brunswick. Les alternatives biodégradables coûtent 3 fois plus cher, hein? Ils sont même pas disponibles ici. Les petites entreprises vont souffrir. Il faut trouver des solutions progressives, hein? Pas tout interdire d'un coup. Ah, c'est facile à dire quand on habite en ville, hein? Moi, je vis en région éloignée au Nouveau-Brunswick. Les alternatives biodégradables coûtent 3 fois plus cher, hein? Ils sont même pas disponibles ici. Les petites entreprises vont souffrir. Il faut trouver des solutions progressives, hein? Pas tout interdire d'un coup. Honnêtement, c'est de la poudre aux yeux. Le vrai problème, c'est les grandes compagnies pétrolières et l'industrie de l'emballage, pas mon petit sac de plastique à l'épicerie, hein, s'attaquent aux vrais pollueurs industriels au lieu de culpabiliser les citoyens ordinaires. Honnêtement, c'est de la poudre aux yeux. Le vrai problème, c'est les grandes compagnies pétrolières et l'industrie de l'emballage, pas mon petit sac de plastique à l'épicerie, hein, s'attaquent aux vrais pollueurs industriels au lieu de culpabiliser les citoyens ordinaires. Ah, pourquoi pas? On apprend bien l'anglais et le français. Les langues autochtones font partie de notre histoire, de notre territoire. Mes enfants apprennent le cri à leur école et ils adorent. Ça les connecte à la vraie culture du pays, pas juste celle des colonisateurs européens. Ah, pourquoi pas? On apprend bien l'anglais et le français. Les langues autochtones font partie de notre histoire, de notre territoire. Mes enfants apprennent le cri à leur école et ils adorent. Ça les connecte à la vraie culture du pays, pas juste celle des colonisateurs européens. Euh, L'intention est noble, vraiment, mais soyons réalistes. Il y a plus de 60 langues autochtones au Canada. Laquelle on enseigne? À Calgary, on ferait du Blackfoot? À Montréal, du Mohawk? Et qui va enseigner? Il y a déjà pas assez de profs. Mieux vaut investir dans les communautés autochtones directement, hein? Euh, L'intention est noble, vraiment, mais soyons réalistes. Il y a plus de 60 langues autochtones au Canada. Laquelle on enseigne? À
À Calgary, on ferait du Blackfoot. À Montréal, du Mohawk. Et qui va enseigner? Il y a déjà pas assez de profs. Mieux vaut investir dans les communautés autochtones directement, hein? Ah, franchement, les jeunes ont déjà du mal avec l'anglais et le français. Rajouter une troisième langue obligatoire? Ça va créer du stress inutile. Ouais. Et l'école devrait se concentrer sur les matières essentielles comme les maths et les sciences. On peut respecter les cultures autochtones autrement. Par histoire, par exemple. Ah, franchement, les jeunes ont déjà du mal avec l'anglais et le français. Rajouter une troisième langue obligatoire? Ça va créer du stress inutile. Ouais. Et l'école devrait se concentrer sur les matières essentielles comme les maths et les sciences. On peut respecter les cultures autochtones autrement. Par histoire, par exemple. Question 21 à 22, chronique. Écoutez la chronique et répondez à la question. Mes chers compatriotes, parlons de notre sport olympique le plus pratiqué. S'excuser pour tout et n'importe quoi. Ah, cette manie typiquement canadienne qui nous rend si charmants aux yeux du monde. Vous entrez dans un magasin et quelqu'un vous fonce dessus? Sorry, c'est vous qui vous excusez. Quelqu'un vous marche sur le pied dans le métro de Toronto? Oh, sorry. Encore vous. Un serveur renverse du café sur votre chemise neuve? Devinez qui dit désolé en premier. Vous, évidemment. Les Américains trouvent ça adorable. Les Européens nous trouvent étranges. Mais nous, on continue imperturbable. On s'excuse même quand la météo est mauvaise, comme si on contrôlait personnellement les tempêtes de neige. Cette politesse maladive fait partie de notre ADN national. Alors continuons, mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous arrêter de nous excuser d'exister. Mes chers compatriotes, parlons de notre sport olympique le plus pratiqué. S'excuser pour tout et n'importe quoi. Ah, cette manie typiquement canadienne qui nous rend si charmants aux yeux du monde. Vous entrez dans un magasin et quelqu'un vous fonce dessus? Sorry, c'est vous qui vous excusez. Quelqu'un vous marche sur le pied dans le métro de Toronto? Oh, sorry. Encore vous. Un serveur renverse du café sur votre chemise neuve? Devinez qui dit désolé en premier. Vous, évidemment. Les Américains trouvent ça adorable. Les Européens nous trouvent étranges. Mais nous, on continue imperturbable. On s'excuse même quand la météo est mauvaise, comme si on contrôlait personnellement les tempêtes de neige. Cette politesse maladive fait partie de notre ADN national. Alors continuons, mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous arrêter de nous excuser d'exister. Chers auditeurs, admirons ensemble cette merveille canadienne. L'emballage bilingue. Cette invention bureaucratique qui fait de chaque boîte de céréales un exercice de patience. Hey, d'un côté, vous lisez les ingrédients en français, de l'autre, en anglais. Mais attention,
Impossible de lire l'information complète d'un seul coup. Il faut tourner la boîte comme un Rubik's Cube pour comprendre si votre yogourt contient des noix. Ou simplement, may contain nuts peut contenir des noix, puede contener nueces. Ah oui, maintenant on ajoute l'espagnol. Les instructions de montage de meubles IKEA deviennent des romans en 3 langues. Votre bouteille de shampoing vous parle en 5 idiomes différents. Résultat? Des emballages gigantesques pour des produits minuscules, histoire d'avoir assez de place pour toutes les traductions obligatoires. Mais au moins, nos visiteurs internationaux sont impressionnés par notre engagement linguistique. Ou complètement perdus. Ah, probablement les deux. Chers auditeurs, admirons ensemble cette merveille canadienne. L'emballage bilingue. Cette invention bureaucratique qui fait de chaque boîte de céréales un exercice de patience. Hey, d'un côté, vous lisez les ingrédients en français, de l'autre, en anglais. Mais attention, impossible de lire l'information complète d'un seul coup. Il faut tourner la boîte comme un Rubik's Cube pour comprendre si votre yogourt contient des noix. Ou simplement, may contain nuts peut contenir des noix, puede contener nueces. Ah oui, maintenant on ajoute l'espagnol. Les instructions de montage de meubles IKEA deviennent des romans en 3 langues. Votre bouteille de shampoing vous parle en 5 idiomes différents. Résultat? Des emballages gigantesques pour des produits minuscules, histoire d'avoir assez de place pour toutes les traductions obligatoires. Mais au moins, nos visiteurs internationaux sont impressionnés par notre engagement linguistique. Ou complètement perdus. Ah, probablement les deux. Questions 23 à 28, interview. Écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Professeur Amanda Wong, vous étudiez la crise du logement étudiant à Toronto. Quelle est la situation? C'est catastrophique. Un étudiant paie maintenant 1 200 $ par mois pour une chambre minuscule en colocation. Certains dorment dans leur voiture ou abandonnent leurs études. Les résidences universitaires n'ont que 8 000 places pour 90 000 étudiants. Les universités ne font-elles rien? Elles construisent, mais trop lentement. Le vrai problème, c'est qu'elles acceptent de plus en plus d'étudiants internationaux qui paient des frais 3 fois plus élevés, sans se soucier de les loger. C'est devenu un business. On sacrifie le bien-être étudiant pour des revenus financiers. Résultat, des jeunes endettés avant même d'avoir leur diplôme, qui travaillent 30 heures par semaine au lieu d'étudier. Cette génération mérite mieux que d'être traitée comme une vache à lait. Professeur Amanda Wong, vous étudiez la crise du logement étudiant à Toronto. Quelle est la situation? C'est catastrophique. Un étudiant paie maintenant 1 200 $ par mois pour une chambre minuscule en colocation. Certains dorment dans leur voiture ou abandonnent leurs études. Les résidences universitaires n'ont que 8 000 places pour 90 000 étudiants. Les universités ne font-elles rien? Elles construisent, mais trop lentement. Le vrai problème, c'est qu'elles acceptent de plus en plus d'étudiants internationaux qui paient des frais 3 fois plus élevés, sans se soucier de les loger. C'est devenu un business. On sacrifie le bien-être étudiant pour des revenus financiers. Résultat,
Des jeunes endettés avant même d'avoir leur diplôme, qui travaillent 30 heures par semaine au lieu d'étudier. Cette génération mérite mieux que d'être traitée comme une vache à lait. Marc Lavallée, guide touristique. Vous emmenez les touristes européens découvrir l'hiver québécois. Des anecdotes? Oh que oui! L'autre jour, un groupe de Français arrive en janvier avec des petites vestes de printemps. Je leur dis, mais vous allez mourir de froid. Ils me répondent, on a survécu aux hivers parisiens. 5 minutes dehors à moins 25 degrés et ils couraient vers le magasin acheter des Canada Goose. Ils sont tous surpris par le froid. Le froid, la neige qui reste 4 mois, les bancs de neige de 2 mètres. Mais ce qui les choque le plus, c'est qu'on vit normalement. On sort, on travaille, les enfants jouent dehors. Pour eux, c'est la survie en Arctique. Hier, une Italienne m'a demandé si on hibernait l'hiver. Je lui ai dit « Non, madame, on patine ». Mais ils adorent finalement, surtout la poutine et le caribou. Marc Lavallée, guide touristique. Vous emmenez les touristes européens découvrir l'hiver québécois. Des anecdotes? Oh que oui! L'autre jour, un groupe de Français arrive en janvier avec des petites vestes de printemps. Je leur dis, mais vous allez mourir de froid. Ils me répondent, on a survécu aux hivers parisiens. 5 minutes dehors à moins 25 degrés et ils couraient vers le magasin acheter des Canada Goose. Ils sont tous surpris par le froid. Le froid, la neige qui reste 4 mois, les bancs de neige de 2 mètres. Mais ce qui les choque le plus, c'est qu'on vit normalement. On sort, on travaille, les enfants jouent dehors. Pour eux, c'est la survie en Arctique. Hier, une Italienne m'a demandé si on hibernait l'hiver. Je lui ai dit « Non, madame, on patine ». Mais ils adorent finalement, surtout la poutine et le caribou. Chef William Azivac, Votre communauté inuite s'oppose au projet minier dans les territoires du Nord-Ouest. On s'y oppose pas par principe. On demande juste d'être consulté, pas informé après coup. Cette mine va détruire nos territoires de chasse, polluer nos rivières où on pêche depuis 3000 ans. La compagnie promet des emplois. Mais pour qui? Ils amènent leurs propres travailleurs du Sud. Le gouvernement dit que c'est bon pour l'économie nordique. L'économie nordique? Nous, on vit de la terre, pas de salaire minier temporaire. Dans 20 ans, la mine ferme, la compagnie part avec ses profits et nous, on reste avec un trou géant et une eau empoisonnée. Ils appellent ça du développement. Nous, on appelle ça de la destruction. Les gouvernements du Sud décident pour le Nord sans nous demander. C'est du colonialisme moderne, point final.
Chef William Azivac, Votre communauté inuite s'oppose au projet minier dans les territoires du Nord-Ouest. On s'y oppose pas par principe. On demande juste d'être consulté, pas informé après coup. Cette mine va détruire nos territoires de chasse, polluer nos rivières où on pêche depuis 3000 ans. La compagnie promet des emplois. Mais pour qui? Ils amènent leurs propres travailleurs du Sud. Le gouvernement dit que c'est bon pour l'économie nordique. L'économie nordique? Nous, on vit de la terre, pas de salaire minier temporaire. Dans 20 ans, la mine ferme, la compagnie part avec ses profits et nous, on reste avec un trou géant et une eau empoisonnée. Ils appellent ça du développement. Nous, on appelle ça de la destruction. Les gouvernements du Sud décident pour le Nord sans nous demander. C'est du colonialisme moderne, point final. Questions 29 à 30, reportage. Écoutez le reportage et répondez aux 2 questions. Dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, la crise des opioïdes continue de faire des ravages. Reportage de Catherine Lemieux. Il est 14 heures sur Hastings Street, artère principale du quartier le plus pauvre du Canada. En quelques minutes de marche, on croise une dizaine de personnes inconscientes sur les trottoirs. Des seringues usagées dans les caniveaux et des travailleurs sociaux qui courent d'une urgence à l'autre. Sarah Mitchell travaille pour un centre d'injection supervisé depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle a déjà sauvé 4 vies avec des doses de naloxone, l'antidote qui inverse les surdoses d'opioïdes. Avant, on voyait 2-3 overdoses par semaine. Maintenant, c'est 2-3 par jour. Le fentanyl a tout changé. C'est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Sarah Mitchell, intervenante sociale. les gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des malades. Beaucoup ont commencé avec des prescriptions légales après des accidents de travail ou des chirurgies. Puis, leurs médecins ont coupé les prescriptions et ils se sont tournés vers la rue. Le système de santé les a abandonnés. Les statistiques sont alarmantes. Plus de 7000 décès par surdose en Colombie-Britannique depuis 2016. Vancouver concentre le tiers de ces morts. Le gouvernement provincial a déclaré l'état d'urgence sanitaire, mais les mesures restent controversées. La décriminalisation de la possession de petites quantités de drogue, effective depuis janvier, divise profondément la population. Les partisans y voient une approche de santé publique. Les opposants parlent de légalisation déguisée qui aggrave le problème. Dans une ruelle adjacente, 3 tentes abritent des personnes sans abri. John, 42 ans, ancien charpentier, accepte de témoigner. J'ai commencé avec des pilules après m'être blessé au dos sur un chantier. 3 ans plus tard, j'avais tout perdu. Ma maison, ma famille, mon emploi. Maintenant, je vis ici. Le centre d'injection m'a sauvé la vie 5 fois. Les centres d'injection supervisés restent au cœur du débat. Certains quartiers refusent leur installation, craignant une dégradation. Pourtant, les données montrent qu'ils réduisent les décès de 35 % et permettent d'orienter les usagers vers des traitements. Vancouver cherche encore l'équilibre entre répression et compassion, entre urgence sanitaire et préoccupation des résidents. Une chose est certaine, la crise des opioïdes ne se résoudra pas sans investissement massif en santé mentale, en logement social et en programme de désintoxication. Pour l'instant, Hastings Street reste le symbole douloureux d'un problème que le Canada peine encore à affronter. Catherine Lemieux, Vancouver.
Dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, la crise des opioïdes continue de faire des ravages. Reportage de Catherine Lemieux. Il est 14 heures sur Hastings Street, artère principale du quartier le plus pauvre du Canada. En quelques minutes de marche, on croise une dizaine de personnes inconscientes sur les trottoirs. Des seringues usagées dans les caniveaux et des travailleurs sociaux qui courent d'une urgence à l'autre. Sarah Mitchell travaille pour un centre d'injection supervisé depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle a déjà sauvé 4 vies avec des doses de naloxone, l'antidote qui inverse les surdoses d'opioïdes. Avant, on voyait 2-3 overdoses par semaine. Maintenant, c'est 2-3 par jour. Le fentanyl a tout changé. C'est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Sarah Mitchell, intervenante sociale. Les gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des malades. Beaucoup ont commencé avec des prescriptions légales après des accidents de travail ou des chirurgies. Puis, leurs médecins ont coupé les prescriptions et ils se sont tournés vers la rue. Le système de santé les a abandonnés. Les statistiques sont alarmantes. Plus de 7000 décès par surdose en Colombie-Britannique depuis 2016. Vancouver concentre le tiers de ces morts. Le gouvernement provincial a déclaré l'état d'urgence sanitaire, mais les mesures restent controversées. La décriminalisation de la possession de petites quantités de drogue, effective depuis janvier, divise profondément la population. Les partisans y voient une approche de santé publique. Les opposants parlent de légalisation déguisée qui aggrave le problème. Dans une ruelle adjacente, 3 tentes abritent des personnes sans abri. John, 42 ans, ancien charpentier, accepte de témoigner. J'ai commencé avec des pilules après m'être blessé au dos sur un chantier. 3 ans plus tard, j'avais tout perdu. Ma maison, ma famille, mon emploi. Maintenant, je vis ici. Le centre d'injection m'a sauvé la vie 5 fois. Les centres d'injection supervisés restent au cœur du débat. Certains quartiers refusent leur installation, craignant une dégradation. Pourtant, les données montrent qu'ils réduisent les décès de 35 % et permettent d'orienter les usagers vers des traitements. Vancouver cherche encore l'équilibre entre répression et compassion, entre urgence sanitaire et préoccupation des résidents. Une chose est certaine, la crise des opioïdes ne se résoudra pas sans investissement massif en santé mentale, en logement social et en programme de désintoxication. Pour l'instant, Hastings Street reste le symbole douloureux d'un problème que le Canada peine encore à affronter. Catherine Lemieux, Vancouver. Question 31 à 40. Documents divers. Écoutez le document et répondez à la question. L'Alberta amorce une transition énergétique paradoxale. Tout en demeurant le bastion de l'industrie pétrolière canadienne, la province investit désormais massivement dans les énergies renouvelables. Les parcs éoliens prolifèrent dans les prairies, exploitant des vents constants qui génèrent une capacité de 4000 mégawatts. Cette diversification énergétique répond aux pressions environnementales internationales tout en préservant l'économie provinciale. Les compagnies pétrolières elles-mêmes financent ces initiatives, conscientes de l'inéluctabilité de la décarbonisation. Cette métamorphose illustre les contradictions inhérentes aux économies extractives confrontées aux impératifs climatiques contemporains. L'Alberta amorce une transition énergétique paradoxale. Tout en demeurant le bastion de l'industrie pétrolière canadienne, la province investit désormais massivement dans les énergies renouvelables. Les parcs éoliens prolifèrent dans les prairies, exploitant des vents constants qui génèrent une capacité de 4000 mégawatts. Cette diversification énergétique répond aux pressions environnementales internationales
tout en préservant l'économie provinciale. Les compagnies pétrolières elles-mêmes financent ces initiatives, conscientes de l'inéluctabilité de la décarbonisation. Cette métamorphose illustre les contradictions inhérentes aux économies extractives confrontées aux impératifs climatiques contemporains. Les provinces maritimes connaissent un exode démographique alarmant depuis 3 décennies. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard perdent annuellement des milliers de jeunes diplômés, attirés par les métropoles ontariennes ou albertaines. Cette hémorragie de capital humain engendre une spirale délétère: vieillissement accéléré, fermeture d'établissements scolaires, déclin des services publics. Paradoxalement, ces régions offrent une qualité de vie supérieure et des coûts immobiliers dérisoires comparativement aux grandes agglomérations. Les gouvernements provinciaux multiplient les incitations fiscales pour rapatrier cette main-d'œuvre qualifiée, avec des résultats mitigés. Les provinces maritimes connaissent un exode démographique alarmant depuis 3 décennies. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard perdent annuellement des milliers de jeunes diplômés, attirés par les métropoles ontariennes ou albertaines. Cette hémorragie de capital humain engendre une spirale délétère: vieillissement accéléré, fermeture d'établissements scolaires, déclin des services publics. Paradoxalement, ces régions offrent une qualité de vie supérieure et des coûts immobiliers dérisoires comparativement aux grandes agglomérations. Les gouvernements provinciaux multiplient les incitations fiscales pour rapatrier cette main-d'œuvre qualifiée, avec des résultats mitigés. Waterloo s'impose comme l'épicentre technologique canadien, surnommé la Silicon Valley du Nord. L'Université de Waterloo produit annuellement des cohortes d'ingénieurs informatiques convoités mondialement. Cette concentration de talents attire les géants technologiques. Google, Amazon, Microsoft établissent des centres de recherche et développement. L'écosystème entrepreneurial prolifère avec des centaines de startups spécialisées en intelligence artificielle, cybersécurité et technologie quantique. Cependant, cette effervescence technologique exacerbe les inégalités socio-économiques locales et provoque une gentrification galopante. Le défi consiste à maintenir l'innovation tout en préservant l'accessibilité urbaine. Waterloo s'impose comme l'épicentre technologique canadien, surnommé la Silicon Valley du Nord. L'Université de Waterloo produit annuellement des cohortes d'ingénieurs informatiques convoités mondialement. Cette concentration de talents attire les géants technologiques. Google, Amazon, Microsoft établissent des centres de recherche et développement. L'écosystème entrepreneurial prolifère avec des centaines de startups spécialisées en intelligence artificielle, cybersécurité et technologie quantique. Cependant, cette effervescence technologique exacerbe les inégalités socio-économiques locales et provoque une gentrification galopante. Le défi consiste à maintenir l'innovation tout en préservant l'accessibilité urbaine. La Saskatchewan, grenier à blé canadien, subit des transformations agricoles profondes liées au bouleversement climatique. Les agriculteurs diversifient leurs cultures, expérimentant des variétés résistantes aux sécheresses prolongées et aux précipitations erratiques. L'agriculture de précision
utilisant satellites et capteurs connectés, optimise l'utilisation des ressources hydriques raréfiées. Cette modernisation technologique nécessite des investissements conséquents, excluant progressivement les exploitations familiales traditionnelles au profit d'agro-industries capitalistiques. La Saskatchewan illustre ainsi la mutation du secteur agricole canadien, tiraillé entre innovation technologique, viabilité économique et préservation du modèle familial ancestral. La Saskatchewan, grenier à blé canadien, subit des transformations agricoles profondes liées au bouleversement climatique. Les agriculteurs diversifient leurs cultures, expérimentant des variétés résistantes aux sécheresses prolongées et aux précipitations erratiques. L'agriculture de précision, utilisant satellites et capteurs connectés, optimise l'utilisation des ressources hydriques raréfiées. Cette modernisation technologique nécessite des investissements conséquents, excluant progressivement les exploitations familiales traditionnelles au profit d'agro-industries capitalistiques. La Saskatchewan illustre ainsi la mutation du secteur agricole canadien, tiraillé entre innovation technologique, viabilité économique et préservation du modèle familial ancestral. Le système judiciaire canadien expérimente des tribunaux spécialisés pour les délinquants autochtones, reconnaissant l'inadéquation des approches punitives conventionnelles. Ces juridictions incorporent les traditions de justice réparatrice autochtone, privilégiant la réhabilitation communautaire plutôt que l'incarcération. Les aînés participent aux délibérations. Les peines intègrent des pratiques culturelles traditionnelles. Cette innovation juridique répond à une surreprésentation carcérale dramatique. Les Autochtones constituent 30% de la population pénitentiaire, tout en représentant 5% de la démographie nationale. Ces tribunaux alternatifs suscitent néanmoins des controverses concernant l'égalité devant la loi et l'efficacité réelle. Le système judiciaire canadien expérimente des tribunaux spécialisés pour les délinquants autochtones, reconnaissant l'inadéquation des approches punitives conventionnelles. Ces juridictions incorporent les traditions de justice réparatrice autochtone, privilégiant la réhabilitation communautaire plutôt que l'incarcération. Les aînés participent aux délibérations. Les peines intègrent des pratiques culturelles traditionnelles. Cette innovation juridique répond à une surreprésentation carcérale dramatique. Les Autochtones constituent 30% de la population pénitentiaire, tout en représentant 5% de la démographie nationale. Ces tribunaux alternatifs suscitent néanmoins des controverses concernant l'égalité devant la loi et l'efficacité réelle. Le Festival Fringe d'Edmonton, deuxième plus important festival de théâtre au monde après Édimbourg, métamorphose annuellement la capitale albertaine en laboratoire artistique effervescent. Durant 11 jours d'août, 1600 représentations investissent 50 lieux éclectiques, des théâtres institutionnels aux espaces alternatifs improbables. Cette manifestation se distingue par son accessibilité radicale. Aucune sélection préalable. Tirage au sort des créneaux horaires, prix modique. Cette démocratisation culturelle attire 120 000 spectateurs et génère 20 millions de retombées économiques. Le Fringe incarne l'effervescence culturelle des villes canadiennes moyennes, souvent occultées par la prédominance torontoise ou montréalaise.
Le Festival Fringe d'Edmonton, deuxième plus important festival de théâtre au monde après Édimbourg, métamorphose annuellement la capitale albertaine en laboratoire artistique effervescent. Durant 11 jours d'août, 1600 représentations investissent 50 lieux éclectiques, des théâtres institutionnels aux espaces alternatifs improbables. Cette manifestation se distingue par son accessibilité radicale. Aucune sélection préalable. Tirage au sort des créneaux horaires, prix modique. Cette démocratisation culturelle attire 120 000 spectateurs et génère 20 millions de retombées économiques. Le Fringe incarne l'effervescence culturelle des villes canadiennes moyennes, souvent occultées par la prédominance torontoise ou montréalaise. Les populations de saumon du Pacifique connaissent un déclin catastrophique en Colombie-Britannique, menaçant l'écosystème côtier et les communautés autochtones dont la subsistance dépend de cette ressource millénaire. Les scientifiques incriminent une conjonction de facteurs délétères: réchauffement océanique, surpêche industrielle historique, destruction des frayères par l'urbanisation et les barrages hydroélectriques. Les Premières Nations réclament la fermeture des piscicultures industrielles accusées de propager parasites et maladies aux saumons sauvages. Cette crise halieutique symbolise les tensions entre développement économique, préservation environnementale et droits ancestraux autochtones qui caractérisent le Canada contemporain. Les populations de saumon du Pacifique connaissent un déclin catastrophique en Colombie-Britannique, menaçant l'écosystème côtier et les communautés autochtones dont la subsistance dépend de cette ressource millénaire. Les scientifiques incriminent une conjonction de facteurs délétères: réchauffement océanique, surpêche industrielle historique, destruction des frayères par l'urbanisation et les barrages hydroélectriques. Les Premières Nations réclament la fermeture des piscicultures industrielles accusées de propager parasites et maladies aux saumons sauvages. Cette crise halieutique symbolise les tensions entre développement économique, préservation environnementale et droits ancestraux autochtones qui caractérisent le Canada contemporain. Le corridor économique Toronto-Montréal concentre 60 du PIB canadien tout en abritant que 40 de la population nationale. Cette polarisation économique s'intensifie inexorablement, attirant entreprises multinationales, investissements étrangers et travailleurs qualifiés. Les métropoles intermédiaires comme Hamilton, Kingston ou Trois-Rivières tentent de capter cette dynamique centripète en développant des créneaux spécialisés. Biotechnologie, aéronautique, intelligence artificielle. Cette métropolisation accentue les disparités régionales et suscite des revendications fiscales des provinces périphériques. Les économistes débattent de l'efficacité d'une concentration urbaine accrue versus une décentralisation économique plus équitable territorialement. Le corridor économique Toronto-Montréal concentre 60 du PIB canadien tout en abritant que 40 de la population nationale. Cette polarisation économique s'intensifie inexorablement, attirant entreprises multinationales, investissements étrangers et travailleurs qualifiés. Les métropoles intermédiaires comme Hamilton, Kingston ou Trois-Rivières tentent de capter cette dynamique centripète en développant des créneaux spécialisés. Biotechnologie, aéronautique, intelligence artificielle. Cette métropolisation accentue les disparités régionales et suscite des revendications fiscales des provinces périphériques.
Les économistes débattent de l'efficacité d'une concentration urbaine accrue versus une décentralisation économique plus équitable territorialement. La télémédecine connaît une expansion fulgurante au Canada depuis la pandémie, transformant radicalement l'accès aux soins dans les régions éloignées. Les consultations virtuelles représentent désormais 40% des actes médicaux au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest. Cette dématérialisation pallie partiellement la pénurie chronique de praticiens en zone rurale. Néanmoins, cette évolution suscite des controverses, déshumanisation du rapport médecin-patient, difficultés diagnostiques sans examen physique, fractures numériques excluant les populations âgées ou défavorisées. Les ordres professionnels élaborent des protocoles encadrant ces pratiques émergentes, tentant d'équilibrer innovation technologique et qualité des soins. La télémédecine connaît une expansion fulgurante au Canada depuis la pandémie, transformant radicalement l'accès aux soins dans les régions éloignées. Les consultations virtuelles représentent désormais 40% des actes médicaux au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest. Cette dématérialisation pallie partiellement la pénurie chronique de praticiens en zone rurale. Néanmoins, cette évolution suscite des controverses, déshumanisation du rapport médecin-patient, difficultés diagnostiques sans examen physique, fractures numériques excluant les populations âgées ou défavorisées. Les ordres professionnels élaborent des protocoles encadrant ces pratiques émergentes, tentant d'équilibrer innovation technologique et qualité des soins. Le Québec s'impose comme chef de file nord-américain dans l'électrification des transports. Avec 20% des véhicules neufs vendus étant électriques, la province surpasse largement la moyenne canadienne de 7%. Cette transition accélérée s'explique par des incitatifs gouvernementaux généreux, une électricité hydroélectrique abondante et bon marché et un réseau de bornes de recharge dense. Hydro-Québec investit massivement dans l'infrastructure de recharge rapide le long des axes autoroutiers. Cependant, cette électrification soulève des interrogations sur la capacité du réseau électrique lors de périodes de grand froid, la provenance éthique des minerais pour batteries et l'accessibilité financière pour les ménages modestes. Le Québec s'impose comme chef de file nord-américain dans l'électrification des transports. Avec 20% des véhicules neufs vendus étant électriques, la province surpasse largement la moyenne canadienne de 7%. Cette transition accélérée s'explique par des incitatifs gouvernementaux généreux, une électricité hydroélectrique abondante et bon marché et un réseau de bornes de recharge dense. Hydro-Québec investit massivement dans l'infrastructure de recharge rapide le long des axes autoroutiers. Cependant, cette électrification soulève des interrogations sur la capacité du réseau électrique lors de périodes de grand froid, la provenance éthique des minerais pour batteries et l'accessibilité financière pour les ménages modestes.